L'histoire des oubliés de Juarez est librement inspirée de véritables faits divers criminels, particulièrement sordides et crapuleux, s'étant déroulés dans la ville de Juarez, au Mexique, où de très nombreuses femmes ont été tuées et atrocement mutilées, et ce, depuis 1993. Au total, on estime que plus de 4000 femmes au moins, mais faute de preuves tangibles et irréfutables, la liste n'est pas exhaustive, ont été assassinées ici et qu'au moins 1000 autres y sont portées disparues depuis. Un film a même été consacré à cette histoire terrible, film dans lequel Jennifer Lopez joue le rôle principal, Les oubliés de Juarez, film réalisé par Gregory Nava en 2007. Trop avant-gardiste, trop intrusif pour son temps, il a obtenu un succès mitigé sans plus. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire, les disparus de Juarez. Pour cette nouvelle affaire, je serai en collaboration avec la chaîne Sissi True Crime, la spécialiste des affaires de féminicide sur YouTube. La petite ville de Ciudad Juárez, située au nord de l'État de Chihuahua au Mexique, est une importante ville frontalière entre le Mexique et les États-Unis. Elle se trouve sur la rive droite du fleuve Rio Bravo, qui forme la frontière avec les États-Unis en face de la ville texane d'El Paso, située, elle, sur la rive gauche. Cette ville de plus d'1,5 million d'habitants est, depuis 1993, le théâtre de nombreuses disparitions inexpliquées de personnes, toujours de sexe féminin, qui aboutissent, hélas, bien trop souvent, à des assassinats sordides, jamais élucidés. Déjà, depuis 1 ou 2 décennies, la guerre des cartels de la drogue avait commencé à envahir la ville, gangrénant petit à petit, mais irrémédiablement, tous les quartiers, toute la population presque. Et comme un malheur ne suffit pas, la mort violente et des sévices intolérables, administrés à nombre de femmes, vint encore noircir l'ambiance déjà sinistre de cette ville. Depuis, cumulant divers handicaps, la ville de Ciudad Juárez s'est vue attribuer un surnom terrible, la ville qui tue les femmes, ou la capitale du féminicide. S'il n'y a pas de preuve qu'il existe un lien avéré et inaliénable entre la violence urbaine constante et toujours forte, le trafic de drogue qui explose littéralement, dangereux par essence, et ses nombreuses disparitions inquiétantes, aboutissant très souvent à des assassinats en règle. Personne non plus ne peut dire que c'est pure coïncidence. En effet, nulle part ailleurs, que ce soit d'ailleurs au Mexique ou aux États-Unis, de tels chiffres apparaissent et sont relevés par les autorités. Et l'hémorragie semble ne pas vouloir se tarir depuis 1991 et 1993, date où les premiers faits ont, en tout cas, été remarqués. Nul courageux ne saurait dire si auparavant il y en avait déjà. Ce ne sont là que pures spéculations. Un décompte macabre, mais qu'on pourrait dire quasi exhaustif, tant le phénomène inquiétait, a été réalisé entre 1993 et 2008, soit sur une période de 15 années pleines. On recensa alors formellement 1655 cadavres de femmes retrouvés dans le désert, quand 2000 disparitions de femmes étaient toujours enregistrées. Chaque année, le nombre de décès violents touchant des femmes explose littéralement. À eux seuls, ces chiffres donnent le tournis.
Bien que l'insécurité et la violence soient une constante dans cette ville frontière depuis la fin des années 1980 et le début des années 1990, les féminicides recensés ont généralement une raison de genre. Très majoritairement, les victimes correspondent à des mineurs, des adolescentes et des jeunes femmes âgées de 9 à 25 ans. Les âges les plus fréquents de ces victimes et sont presque toutes issues des classes populaires, étant soit étudiantes, soit travailleuses. Et, fatalement, avant d'avoir été assassinées, ces femmes ont généralement et sauvagement été agressées sexuellement et torturées. Les corps retrouvés dans le désert, une fois relevés, examinés, autopsiés pour la plupart, font tous état de mutilations sévères, d'agressions quasi systématiques, d'étranglements et de morts par balle. La similitude entre les faits est singulière, presque, c'est horrible à dire, mais c'est ainsi monotone. Les autorités locales et nationales, mais également le gouvernement, ne se sont pas montrés déterminés ni efficaces. Leur réaction a toujours été épidermique, momentanée, a posteriori, sans chercher à s'attaquer aux racines du mal, aux causes profondes. Et le mal, le vice absolu, ajouté à la pauvreté et à l'absence de toute perspective d'avenir, ont continué à ronger le pays. Pour preuve, la surveillance policière est restée presque inexistante dans ce coin reculé du Mexique et n'a été ni revue ni intensifiée d'aucune manière. Les autorités se contentent de patrouilles régulières sur les mêmes axes aux mêmes heures, sans objectif ostensiblement fixé, sans détermination affichée à lutter contre le crime. Comment expliquer cette indifférence ? Il faut dire que sous la pression américaine, plus forte que jamais, la lutte contre l'émigration et la surveillance des frontières du pays et de l'État est devenue une priorité absolue. Mais le constat est là, terrible, affligeant. De jour comme de nuit, en semaine ou durant les week-ends, des femmes de tout âge et de toutes conditions, mais quand même essentiellement ouvrières ou sans emploi fixe, disparaissent subitement, sans raison apparente, sans laisser de traces, sans que personne s'en soucie. En réalité, et c'est tout le pendant de cette tragédie, peu d'enquêtes judiciaires sont ouvertes, et celles, rares, qui ont été menées n'ont abouti à aucun résultat. Si certaines familles ont peur, on peut les comprendre. D'autres savent aussi qu'elles travaillaient la plupart du temps clandestinement ou étaient sans papier d'identité. Alors, durant des décennies, l'omerta a joué à plein. Certains supposent que c'est la peur qui prime, avant tout face à un potentiel réseau criminel très bien structuré et parfaitement organisé, quand d'autres évoquent une incompétence certaine des forces de l'ordre. La vérité, comme souvent, se trouve sans doute entre les deux. C'est seulement en 2012 que l'État du Chihuahua voit enfin émerger un centre de justice pour les femmes, structure judiciaire qui permettrait enfin d'enquêter sérieusement sur tous ces meurtres et d'offrir en retour une assistance aux familles des victimes. C'est un début, c'est mieux qu'avant, mais on sent que le manque de moyens et de personnel formé va freiner son efficacité. Et ce n'est qu'en 2015, après l'arrestation retentissante d'un redoutable gang de 5 hommes pour les enlèvements et les meurtres de 11 femmes, que les disparitions ont commencé à diminuer, sans jamais disparaître cependant. Mais le mystère reste toujours irrésolu. Petit à petit, luttant contre l'indifférence et le silence, ce sont très souvent les mères de ces jeunes femmes et quelques collectifs féministes qui se sont organisés pour médiatiser l'affaire,
aller devant les médias, porter les faits sur la place publique et qui continue aujourd'hui encore avec obstination de tenter d'obtenir justice au nom de toutes ces femmes disparues et tuées dans l'indifférence générale. Notons aussi que dès l'année 2007, une sentence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui couvre plusieurs pays de la zone, décide de pointer la responsabilité des autorités mexicaines dans la perpétuation de ces féminicides. En fait, peut-on lire en filigrane que ce qui arrive est en partie la faute des autorités, soit, et c'est déjà fort bienvenu, mais personne ne donne les moyens d'éradiquer ce phénomène. Plusieurs groupes militants et organisations non gouvernementales ont d'ailleurs apporté leur soutien indéfectible aux mères et aux proches des victimes de ces féminicides. Mais leur combat se heurte à des préjugés ancestraux et à une construction sociétale manichéenne. En effet, le machisme et la masculinité sont les valeurs fortes, à défaut d'être justes et équitables, ancrées pour longtemps encore dans ces sociétés latines très traditionnelles. Car il est évident alors que du point de vue du patriarcat, très fort et quasi institutionnel au Mexique, il existe deux expressions couramment utilisées au sein de la société mexicaine pour montrer la différence significative existant entre les hommes et les femmes. Le machisme omniprésent est caractérisé par l'agressivité et la force masculine, et le marianisme caractérisé par la subordination des femmes aux hommes et les rôles bien définis du genre au sein du couple et du foyer. Dans le cadre de l'idéologie commune du marianisme ainsi prônée, les femmes sont censées remplir avant tout le rôle de domestique et d'épouse disponible, en s'abstenant, cela va de soi, de tout travail rémunéré en dehors de la maison. Rien que l'introduction du mot féminicide, dans sa conception occidentale contemporaine du moins, a été accueillie avec beaucoup de scepticisme, pour ne pas dire de froideur. Et cela à tous les échelons, y compris judiciaires ou administratifs. En effet, à contre-courant de ce qu'il eût fallu faire, les campagnes de prévention de cet État mexicain sont restées pleines de misogynie et d'a priori, puisque les autorités invitaient les femmes à ne pas sortir la nuit, à ne pas sortir aux fêtes, à ne pas sortir seules, c'est-à-dire sans homme accompagnant, à ne pas boire de boissons alcoolisées, à ne pas marcher seule au petit matin pour rentrer chez elles, à ne pas s'habiller de manière provocante. On eût aimé entendre un discours plus progressiste, bien moins sexiste, plus avant-gardiste encore, car c'était de toute évidence rejeter la faute essentiellement sur les victimes et non pas sur leurs agresseurs. Notons enfin que les activités criminelles constatées et la croissance démographique dans la zone métropolitaine de Ciudad Juárez ont commencé à augmenter de façon spectaculaire suite à l'essor exponentiel, d'année en année, de l'accord de libre-échange nord-américain de 1994. Accord qui a entraîné de facto d'innombrables acteurs commerciaux trop souvent peu scrupuleux dans cette zone frontalière. Paradoxalement, et par effet de rebond économique bienvenu, inespéré même, cela a nécessité une importante main-d'œuvre, attirant ainsi beaucoup de jeunes gens, des femmes surtout, dans une ville, une région et même un pays, longtemps en proie à la morosité économique et au déclin. Ils étaient tous employés dans l'une de ces maquiladoras, en fait ces usines low cost d'assemblage et de production, à la qualité souvent contestée et qui payaient trop peu et très mal.
La relation de cause à effet était née tout naturellement de cet état de fait. La liste de toutes ces jeunes filles retrouvées au petit matin, décédées, étranglées ou poignardées, violemment battues quelquefois et presque toujours agressées, sans même que leur agresseur et leur assassin aient pris le soin de cacher ou de dissimuler par décence et tant soit peu leur corps, serait fastidieuse et pénible. De surcroît, sa rédaction n'apporterait rien de plus que le souvenir individuel de chacune d'entre elles, tant le mode opératoire, les circonstances dans lesquelles la mort a été administrée, les sévices subis, les lieux de découverte aussi, seraient quasi identiques et terriblement répétitifs. Retenons que pour la seule année 2009, qui semble avoir été l'un des pics de cette criminalité décidément hors norme, 2635 meurtres ont été enregistrés dans la seule ville de Juárez, ce qui correspond à plus d'un tiers du total des événements survenus dans tout le Mexique, où ont été enregistrés 7700 meurtres. C'est tout simplement effarant, surtout qu'on sait que cela dure depuis au moins 15 ans, sinon plus encore. Et 77% de ces crimes restèrent ainsi largement impunis, car malheureusement, de trop nombreux corps ne sont jamais identifiés. Elles ne possédaient ni papier d'identité, ni adresse valable. Aucun proche ne les ait signalés jamais ou ne réclamait leur corps. Depuis les années 1990, les meurtres incessants perpétrés sur des femmes à Juárez ont finalement attiré l'attention du monde entier, en raison de l'inaction manifeste de la police et du gouvernement de l'État pour justement empêcher ces meurtres et traduire les coupables en justice. Il y a eu plusieurs décisions internationales prises directement contre le Mexique pour sa réponse inadéquate à la violence croissante contre les femmes. Par exemple, entre le 27 et le 30 avril 2009, un procès s'est tenu devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme, plaquant le Mexique au banc des accusés en raison de l'absence de réponse adéquate et d'enquête judiciaire. En effet, il peut arriver qu'un coupable ne soit jamais identifié, arrêté, jugé, puis condamné. Mais il ne doit jamais arriver que l'État et les autorités ne fassent rien. La preuve est accablante et vient de la justice mexicaine elle-même, qui n'a prononcé que 3 condamnations en 2006. En outre, et ce n'est pas le moindre de ces fléaux constatés ici, la police a été accusée d'avoir mené des enquêtes hâtives, vite expédiées, aux méthodologies et à l'intégrité plus que douteuses quelquefois. Des suspects arrêtés ont déclaré, quant à eux, avoir été torturés pour qu'ils avouent des crimes, ce qui a semé l'incertitude quant à la légitimité des enquêtes menées et des condamnations prononcées. Souvent, comme pour ajouter au malaise ressenti, des condamnés dotés d'avocats tatillons et perspicaces, grassement payés par on ne sait qui, même si une idée germe chez chacun, arrivent à obtenir un nouveau procès en appel, une révision générale des faits ou, au final, ils sont acquittés et libérés grâce à des enquêtes policières et judiciaires souvent trop faibles et mal structurées. Tout un tas d'études et de recherches ont par la suite été menées sur ce sujet particulier et atroce des féminicides de Juárez. Des données culturelles, sociales, géopolitiques, commerciales, criminelles ont ainsi été compilées et comparées entre elles. Si leurs résultats sont intéressants pour les sociologues et les criminologues, elles intéressent moins la population générale, en raison sans doute de leur très grande complexité et de leur spécificité. Elles montrent cependant, certes avec bien du retard, mais aussi avec force conviction, de façon transparente et sans tabou aucun, que cela a bien existé,
ici à Juárez, dans ces années-là. Quoi qu'en aient dit les autorités locales du moment et le gouvernement mexicain en général. D'autant que, désormais, il y a encore des milliers d'enquêtes en cours, enquêtes qu'on ne saurait plus taire ou traiter à minima, tant leur impact est fort sur la société et les médias. Un mémorial dédié à ces féminicides sera quand même installé et inauguré le 8 mars 2001, journée des droits de la femme, à Chihuahua, au Mexique. Une copie de ce monument verra également le jour sur le pont international de Santa Fe. Et enfin, une version légèrement modifiée sera érigée tel un symbole fort sur la Plaza Hidalgo à Chihuahua, juste en face de la porte principale du palais du gouvernement de l'État. N'oublions jamais ces femmes. Bonjour à tous et à toutes et je remercie Kana pour avoir accepté de faire cette vidéo en collaboration avec moi. Nous traitons aujourd'hui un sujet difficile, celui des oubliés de Ciudad Juárez et la situation des femmes au Mexique. Mais il est essentiel de vous faire prendre conscience de drames que représente ce sujet et de toutes les vies qui sont prises par des monstres au quotidien au Mexique. La situation empire chaque année et l'histoire dont je vais vous parler fait partie de ces situations ignominieuses qui ne reçoivent jamais aucune aide de l'État mexicain ni d'aucune autre autorité fédérale de ce pays. L'histoire que je vais vous raconter concerne une militante d'une 50aine d'années nommée Miriam Rodríguez Martínez qui a perdu la vie à San Fernando, une grande ville du nord-est de Mexique qui se trouve dans l'état de Tamaulipas. Cet état est situé au nord-est du Mexique. Il est bordé par l'état du Texas au nord. Il constitue un moyen de passage pour la population mexicaine qui souhaite se rendre de l'autre côté de la frontière. Malheureusement pour cet état du Tamaulipas qui est considéré comme traversé par l'eau qui est magnifique car situé sur la côte, c'est aussi le théâtre de nombre de crimes causés par les cartels liés aux stupéfiants. La vie de Miriam Rodríguez Martínez a été bouleversée par ces cartels, celle de sa famille également. Miriam Rodríguez Martínez est âgée d'une 50aine d'années quand, en 2012, sa fille bien-aimée, âgée d'une 10aine d'années, j'ai trouvé des âges différents pour cette jeune fille, donc je ne vais pas le mentionner, mais sachez qu'elle était en adolescence, elle était même au début de son adolescence. Sa fille a été enlevée par un de ces cartels meurtriers. Cette jeune femme se nommait Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Elle était la fille chérie de Myriam qui se battait afin que cette dernière reçoive la meilleure des éducations. Malheureusement, des jeunes hommes se sont arrogé le droit d'enlever cette jeune adolescente un jour de 2012 alors qu'elle se trouvait dans une voiture dans l'état du Tamaulipas. Comment cela s'est passé? Des membres du cartel Los Zetas à San Fernando ont remarqué une voiture dans laquelle se trouvait une jeune fille. C'était Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Ils l'ont enlevée en pleine rue en forçant la voiture et en l'obligeant à les suivre. Personne n'a osé ou n'a pu intervenir à ce moment-là, mais par la suite, les autorités sont restées sourdes aux suppliques de Myriam lorsqu'elle leur a demandé leur aide afin de retrouver sa propre fille. La famille de Myriam a été contactée par les membres du cartel de Los Zetas afin qu'ils leur donnent une rançon contre la vie de Karen. La famille de Myriam avait accepté de verser une rançon qui s'élevait à quelques milliers de dollars, mais malheureusement, Karen ne leur a jamais été rendue. C'est Myriam qui a dû mener l'enquête dans une histoire digne de Taken, le film avec Liam Neeson, afin de retrouver sa fille. Elle aura mené une enquête difficile seule pendant quelque temps de 2012 à 2014 afin de localiser Karen. La mère de famille n'avait plus d'espoir de retrouver sa fille en vie
car la rançon n'avait pas suffi à émouvoir les membres du cartel afin qu'ils rendent Karen à sa mère. Et la quête de Myriam a été extrêmement difficile et douloureuse. Elle a tout fait toute seule. Myriam a réalisé une enquête de plusieurs années pour retrouver les ravisseurs en utilisant des déguisements et des fausses pièces d'identité. Sa poursuite inlassable a finalement permis de démanteler un gang Los Zetas qui était lié à un cartel encore plus important de San Fernando. Mais les membres de ce cartel que Myriam a permis de localiser étaient réellement dangereux. Et ce qui étonne, c'est la jeunesse des membres qui ont enlevé sa fille Karen. Certains de ces membres du cartel n'avaient pas plus de 18 ans au moment des faits. Ce qui vous laisse imaginer leur dangerosité et les crimes encore plus dangereux qu'ils auraient pu commettre si Myriam n'avait pas mis un terme à leur carrière de criminels. Myriam a poursuivi les assassins de sa fille à travers tout le pays et même de l'autre côté de la frontière au Texas. Cette mère de famille tout à fait ordinaire s'est révélée une enquêtrice hors du commun, allant jusqu'à utiliser des tactiques de police aguerries pour retrouver des criminels très dangereux. Elle a utilisé des déguisements, une arme de poing factice, des fausses pièces d'identité afin de localiser les membres du cartel. Parmi ses cibles figurait un jeune fleuriste qu'elle poursuivait depuis près d'1 an après l'enlèvement de Karen. Elle l'avait traqué en ligne après avoir appris que l'homme avait vendu des fleurs dans la rue avant de rejoindre l'organisation criminelle. C'est un article écrit par le New York Times qui donne toutes les informations concernant la traque que Myriam a pu mener dans tout le pays afin de se venger, mais aussi afin de traduire les criminels devant la justice. Myriam s'était constitué un réseau d'informateurs au fil des années et elle a reçu un appel de l'un de ces informateurs concernant l'endroit où se trouvait le fleuriste en question. Myriam s'y est rendue armée d'un pistolet. Elle a localisé l'homme parmi un groupe de vendeurs de lunettes de soleil près de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. L'homme l'a reconnu et s'est mis à courir, mais la femme de 56 ans a réussi à le rattraper et le plaquer au sol. La suite est digne du film Taken avec Liam Neeson, puisque Myriam aurait dit à cet homme « Si tu bouges, je te tire dessus ». Elle l'a maintenu en joue en brandissant son arme. Elle l'a retenu pendant près d'1 heure jusqu'à ce que les autorités arrivent pour l'arrêter, toujours selon le New York Times. Myriam est responsable de la mise hors d'état de nuire, comme je vous l'ai dit, d'au moins 10 criminels au cours de sa poursuite incessante. Un exploit que même les autorités locales considèrent comme extrêmement difficile. Son enquête a conduit à l'arrestation de plusieurs hommes impliqués dans le cartel, dont Cristian José Zapata González, qui n'avait que 18 ans à l'époque. 18 ans. À un moment donné, elle s'est même entretenue avec l'un des hommes du cartel qui a insisté sur le fait que ce cartel-là ne détenait pas sa fille, tout en proposant de l'aider à la retrouver pour la modique somme de $2000. Mais malheureusement, les espoirs de Myriam prendront fin lorsque le corps de sa fille sera retrouvé dans une tombe d'une personne inconnue et cette tombe se trouvait dans un ranch abandonné. Myriam a perdu tout espoir à ce moment-là, mais elle a fondé une ONG qui regroupe 600 familles de personnes disparues afin de les aider à retrouver leur fille ou leur fils disparu après sa terrible expérience. Myriam a décidé de mettre son expérience au service des familles d'enfants disparus du Mexique, car ces disparitions se comptent par centaines de milliers. Et les membres de ces familles sont retrouvées dans des conditions inhumaines, comme l'a été la fille de Myriam. L'homme qui avait proposé à la mère de famille de l'aider à retrouver sa fille pour la somme de $2000 lui a indiqué un nom. Il ne l'a pas fait de lui-même, mais lorsqu'il appelait Myriam, cette dernière a entendu une conversation derrière lui où un nom a été prononcé. C'était le nom d'un homme qui s'appelait Sama. Forte de cette nouvelle, Myriam a parcouru les médias sociaux pendant des heures
pendant lesquelles elle a fini par trouver une photo de ce dit Sama à côté d'une femme qui portait l'uniforme d'un marchand de glace à Ciudad Victoria. Cette ville se situe à 2 heures de route de San Fernando, mais cela n'a pas arrêté la mère de famille vengeresse. Elle a ensuite surveillé le magasin où travaillait Sama pendant des semaines à Ciudad Victoria. Elle est allée jusqu'à se couper les cheveux et à les teindre en rouge, puis elle a porté différents vêtements afin de ne pas être reconnue. Elle a appris l'emploi du temps de la femme de ce dernier qui tenait le magasin et elle a attendu que Sama se présente à ce magasin. Lorsqu'il est arrivé, elle a suivi leur couple jusqu'à leur domicile en notant leur adresse. Mais elle craignait tout de même d'être reconnue par eux. De fait, elle a fait attention à tout ce qu'elle portait. Dans son ancienne vie, Myriam Rodriguez Martinez travaillait au ministère de la Santé. Elle possédait différents uniformes qu'elle a utilisés afin de se masquer dans la foule et ne pas être reconnue par le couple. Avant de procéder à l'arrestation de Sama, elle a fini par trouver un policier qui a été prêt à la rejoindre dans sa mission et qui a été prêt à l'aider. Mais le temps qu'un mandat d'arrêt soit émis, Sama avait quitté la ville. Sans doute ferait-il que Myriam était sur ses traces. Ce n'est qu'en septembre 2014 que Luis, le fils de Myriam, qui tenait un magasin à Ciudad Victoria, a aperçu Sama dans son propre magasin. Il était en train de regarder des chapeaux. Luis a aussitôt appelé la police et cette dernière est venue arrêter Sama. L'homme a fini par donner des détails sur le meurtre de Karen, y compris les noms et les lieux où vivaient ses complices. Les efforts de Myriam ont porté leurs fruits et elle a pu retrouver les assassins, tous ceux qui avaient trempé dans l'enlèvement et le crime de sa fille. Mais malheureusement, cela l'a menée à sa perte parce que le jour de la fête des mères en 2017, le 10 mai très exactement, Myriam a été assassinée près de chez elle. Elle a reçu 12 balles à l'extérieur de son domicile et c'est son époux qui l'a retrouvée par la suite. Elle a été transportée aussitôt à l'hôpital, mais elle s'est éteinte due à ses trop nombreuses blessures. Myriam n'est pas la seule à qui cette fin terrible a été réservée alors que les membres d'une famille recherchaient leurs proches disparus. Ces personnes sont des cibles faciles pour tous ceux et toutes celles qui trempent dans ces enlèvements et dans ces crimes trop nombreux de l'État de Tamaulipas. Selon les informations recueillies par des groupes mexicains de défense des droits de l'homme, d'autres membres de famille ont été assassinés alors qu'ils cherchaient à obtenir justice dans des affaires de disparition. Je vous donne quelques noms car je voulais rendre hommage à ces personnes qui font tout pour tenter de retrouver leurs proches. Ainsi, parmi ces victimes, on compte Gerardo Corona Piqueño à Jalisco, José Jesus Jiménez à Veracruz en 2016, Heriberto López Gastelum à Sonora en 2016, Cornelia San Juan Guevara Guerrero Doña Coni dans l'État de Mexico en 2016, Bernardo Careto, Norma Angélica Bruno et Miguel Ángel Jiménez Blanco à Guerrero en 2015, Luis Abraham Cabada Hernández à Sinaloa en 2015, Sandra Luz Hernández à Sinaloa en 2014, Nepomuceno Moreno à Sonora en 2011, les membres de la famille Reyes Salazar dans l'État du Chihuahua entre 2008 et 2011 et Marisela Escobedo à Chihuahua en 2010. Aucune de ces affaires ne doit rester impunie. La plupart des membres des familles de disparus recherchant leurs proches sont devenus des défenseurs des droits de l'homme au Mexique. Les commissions nationales et régionales des droits de l'homme, le mécanisme de protection des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes, ainsi que d'autres agences fédérales et locales doivent les reconnaître comme tels et leur apporter leur aide sans condition. Les autorités doivent leur fournir des mesures de protection adéquates et veiller à ce que les conditions soient réunies afin qu'ils puissent mener à bien leur travail sans mettre leur vie en danger.
Dans l'affaire de Myriam Rodriguez Martinez, quelques mois avant qu'elle ne soit assassinée, grand nombre de prisonniers qui étaient liés à l'enlèvement de sa fille se sont échappés de la prison dans laquelle ils se trouvaient. Les défenseurs des droits de l'homme ont alors demandé aux autorités mexicaines de protéger Myriam et sa famille, mais leur appel n'a pas été entendu et la mère de famille a connu la fin tragique que je vous ai dévoilée. C'est tout pour cette histoire. Il faut savoir que depuis que le New York Times a fait un article sur Myriam Rodriguez Martinez et les conditions éprouvantes dans lesquelles elle a traqué les assassins de sa fille, des studios hollywoodiens se sont dépêchés de vouloir obtenir les droits de l'article du New York Times afin d'adapter l'histoire de Myriam. Ils ne le font pas de manière respectueuse, ils voient juste une histoire qui pourrait être émouvante et tirer les larmes du public qui irait la voir dans les salles obscures. Les travers d'Hollywood se mettent alors en place, les charognards se gavent sur l'histoire de Myriam Rodriguez Martinez. Mais il ne faut pas oublier que cette histoire, c'est celle d'une adolescente disparue qui avait toute la vie devant elle, vie qui lui a été arrachée de manière ignominieuse par les gangs d'un cartel très dangereux. Depuis très longtemps à Hollywood et sur des plateformes de partage de vidéos dont l'une commence par N et que je ne nommerai pas, romantisent des histoires sur les criminels. Ce sont les criminels, les héros et les familles sont laissés à leur compte. Je ne citerai pas de série, mais notamment il y en a une célèbre qui me vient à l'esprit concernant un professeur de chimie et une autre concernant le baron d'un cartel de substances illicites. Les gens paraissent aduler ces histoires qui, bien que ce soit des histoires pour eux, minimisent le chagrin et la douleur des familles qui ont été les victimes de ces criminels. C'est tout pour cette histoire et je remercie encore Cana d'avoir évoqué ce sujet très difficile de Ciudad Juárez, de la condition des femmes généralement au Mexique. Ce sont des milliers et des milliers de femmes qui disparaissent chaque année et qui sont retrouvées décédées dans des conditions tragiques et inhumaines. C'est tout pour cette histoire. Je vous remercie de l'avoir suivi sur nos chaînes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles affaires criminelles. Merci beaucoup à Sissi pour ce récit très poignant. Je tiens encore à la remercier pour cette collaboration. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.